Un, deux. Agnès, je vais vous décaler juste un petit peu. Sur le côté. Ouais, il y a beaucoup de chaises. Si j'arrive à passer, hop. On va avec ce micro. Là, vous êtes bien? Bonjour. Nous sommes très très heureux de vous accueillir. Alors juste un mot, de vous accueillir où? Je vais le préciser en quelques phrases parce qu'il y a des personnes qui travaillent ici, des personnes qui connaissent et puis d'autres pas. Donc vous êtes ici à l'École normale supérieure de Lyon. École normale parce qu'on y forme des professeurs. École normale supérieure parce qu'on y forme des professeurs qui vont travailler dans les universités, dans les classes qui sont après le baccalauréat. C'est un lieu où on enseigne, où on transmet des connaissances, des savoirs, des savoir-faire. C'est un lieu où on fait de la recherche, donc de la recherche scientifique, de sciences exactes. Ça, c'est sur le site Mono. Il y a beaucoup de laboratoires. Et puis de la recherche en sciences qu'on appelle humaines. C'est comment ça se passe pour nous, les humains, pour qu'on vive ensemble, etc. Enfin, c'est assez large. Ça recouvre beaucoup de disciplines, la géographie, ça recouvre l'histoire, ça recouvre la littérature, ça recouvre les langues, etc. Et on y fait donc de la recherche, de l'enseignement, et puis aussi ce qu'on appelle de la valorisation de la recherche, c'est-à-dire quand on trouve des choses, quand on cherche, comment on le transmet pour que la société soit mieux outillée pour fonctionner. Voilà. Donc bienvenue à l'École normale supérieure de Lyon. Bienvenue à vous qui venez par le biais de l'ADAPT. Et puis, peut-être juste commencer par quelques remerciements. Remerciements à Chantal, à Jean-Baptiste, à Frédéric, qui ont été d'accord pour tenter cette expérience de faire quelque chose ensemble, et puis que ça puisse trouver une place ici. Remerciements par avance aux personnes qui vont apparaître dans les vidéos, aux personnes qui apparaissent dans les photos, qui ont accepté de se prêter au jeu du photographe. Je tiens à remercier aussi Florent, qui est un travailleur de l'École normale supérieure de Lyon, qui est passé un moment par l'ADAPT et qui nous a confié son témoignage, dont à un moment je vous ferai lecture, ou dont Vincent vous fera la lecture. Voilà, je voudrais remercier aussi Anne-Lise Chabert, qui est ici, qui est philosophe et qui nous apportera ses éclairages, et puis m'excuser quand même de cette fichue salle, qui est quand même un peu bizarrement construite, puisqu'en fait, on n'y a pas accès à l'estrade autrement que par les marches. Alors, est-ce qu'on doit y voir un signe? C'est-à-dire, est-ce que pour prétendre à monter sur l'estrade et à diffuser le savoir, eh ben, c'est une question très pratique qui s'est déjà posée. C'est-à-dire, si vous allez dans l'autre site, quand vous arrivez dans les laboratoires d'enseignement de sciences chimie, par exemple, vous avez à chaque fois, alors qu'il n'y a pas de raison, parce qu'il y a un gradin, donc il n'y a pas de raison de mettre des marches, vous avez quand même une estrade qui est surélevée. Elle ne sert qu'à dire que le maître, il est un peu plus haut quand même. Mais en faisant ça, on empêche beaucoup de gens d'accéder. Donc désolé pour cette... Mais on va profiter de vos éclairages d'autant plus. Voilà, j'ai fini. Merci. Donc Chantal Extier. Et Jean-Baptiste Lessard. Je travaille à l'ADAPT. Donc, je suis photographe professionnel. Non, simplement pour vous dire que l'ADAPT, c'est une association pour l'insertion professionnelle, mais aussi sociale, des personnes en situation de handicap. L'idée un petit peu de cette expo a été de mettre un peu en lumière la dimension sociale, la vie quotidienne, l'habitat, pour parler d'insertion, parce qu'on en parle souvent par le biais de l'insertion professionnelle, mais l'idée était d'éclairer aussi cette dimension de la vie qui est souvent invisible. Et lorsqu'on parle d'autonomie, on en parle souvent de manière binaire, je suis autonome ou je ne le suis pas. Et l'idée, c'est à travers cette mise en image grâce à Jean-Baptiste et la mise en mots à travers les témoignages que vous allez entendre, l'idée était de creuser un petit peu cette question de l'autonomie dans sa vie quotidienne et comment
des personnes en situation de handicap peuvent aussi nous enseigner, nous informer, nous renseigner sur ce que c'est que le développement des compétences, l'adaptation, la résilience pour développer cette autonomie si précieuse. J'ai entendu des réactions quand vous avez vu les photos. Elles sont très belles ces photos, donc un grand merci déjà, parce que c'est vrai que c'est moi qui les ai faites. Mais je voulais vous remercier surtout les acteurs des photos, parce que sans vous, en fait, j'aurais pas pu faire ces photos. Et ce qui est intéressant dans ce travail, en fait, c'est de pouvoir avoir une photo à un moment précis, parce que vous m'avez ouvert votre porte, vous m'avez ouvert la porte de votre cuisine, la porte de chez le kiné, la porte d'un cours de cuisine, et vous avez été simple. Et en fait, j'essaye moi de retraduire ça. J'ai pris vos mots aussi pour certains. Je pense notamment à Foued qui est là. Vous m'avez exprimé avec simplicité ce que vous pouviez vivre et comment vous le viviez. Et moi, j'ai essayé de le retranscrire en photo. Alors, c'est pas toujours facile. Mais en tout cas, voilà, les photos, merci de les trouver jolies, mais sans vous, elles seraient beaucoup moins jolies. Donc, c'est vraiment intéressant de vous avoir eu et en photo et en témoignage. Voilà, donc je voulais vous remercier pour ça, en tout cas. Eh bien, je vous invite tout de suite à entendre les témoignages, du coup. Du coup, ils sont sur la vidéo, tu peux les... Oui, peut-être faire un petit essai. Donc, il y aura différents temps, des petits temps témoignages. Les personnes ont préféré, effectivement, on a proposé, effectivement, de les enregistrer en amont, de manière à ce qu'il y ait un témoignage, du coup, à travers une vidéo. Mais si au cours de cet après-midi, super, au cours de l'après-midi, on va pouvoir échanger directement aussi avec les personnes qui sont dans la salle. Excuse-moi, il y a un petit problème technique, ça refait comme ce matin. Le partage d'écran. Alors, on va tout de suite vous demander votre indulgence par rapport aussi à la qualité de la vidéo, parce qu'on n'est pas des pros de la vidéo, mais c'était important aussi qu'on puisse entendre ces témoignages. Et à partir de votre expérience, comment vous avez vécu la phase hospitalière à la suite de votre AVC en termes d'autonomie? Moi, un AVC, j'avais la jambe, etc., était paralysée. Au bout d'une semaine, ça s'est passé. Mais le problème, c'est que je ne peux plus parler du tout, ou très difficilement. Et donc, j'ai un peu compris que c'était plus grave que... Je ne savais pas exactement est-ce qu'au bout de 6 mois, ce sera bon ou je la vis. Ouais. Vous ne saviez pas combien de temps ça allait prendre? J'ai pas réagi sur le coup que j'avais un problème. C'est après le coup, je me dis ouais, c'est vrai qu'il y avait un problème. Il y a des trucs que je faisais avant, machinalement, que maintenant j'arrive plus à faire. En fait, avant, j'avais pas de... En fait, je sais même pas, je réfléchissais pas comme ça. Avant, j'avais pas trop d'émotions. Et maintenant, j'en ai deux fois plus. Rien me fait pleurer. Voilà. Quand vous êtes face à des gens et qui ne voient pas votre problème, ah ouais, comment vous leur faites comprendre?
tout de suite, je leur dis le problème que j'ai. Et puis après, ils sont... Davantage une intention davantage une intention sur mon problème que j'ai. Ils sont pas dans le jugement. Voilà. Donc une meilleure écoute. Ouais, meilleure écoute, voilà. Et vous arrivez du coup à aller au centre des impôts maintenant seul? Seul, ouais. J'arrive à aller seul. Les papiers, pas trop, je fais pas trop les papiers parce que c'est mon épouse qui les fait. Mais s'il y a des trucs à faire, je le fais facilement. Je peux aller n'importe où, je peux aller au centre des impôts, à la CAF, n'importe où, les trucs administratifs, j'y vais. Par exemple, vos courses. Un peu maintenant, ça s'est un peu amélioré par rapport à l'AVC. Et là, je peux prendre du pain ou des choses un peu faciles. Pour du vin, par exemple, la foire du vin, je suis allé tout seul. Parce que ma femme a envie de m'accompagner, elle me dit, et donc je me suis débrouillé, j'ai pris du vin, j'avais même tout un catalogue, ou alors sur les indépendants, là, non, mais j'avais préparé quand même. D'accord. Et en préparant, du coup, vous avez pu aller goûter les vins, discuter avec les vignerons. Tout à fait. Enfin, que vous saviez ce que vous vouliez. À peu près. Ouais. Enfin, Et que ça, du coup, vous avez fait preuve d'autonomie. c'est de l'autonomie, peut-être, mais c'est pas de l'autonomie complète. Voilà. Non, restez modeste, hein. Mais en tout cas, est-ce que vous avez ramené du bon vin à la maison? Bon, pas mal. Et vous disiez aussi, par exemple, chez Decathlon. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce qui vous est arrivé? À Decathlon, pour aller faire... Alors, je ne sais plus que c'était un antivol. Je dis un porte-vélo. Vous avez demandé un porte-vélo au lieu de demander un antivol. Et donc, je ne comprenais pas trop, etc. J'ai fait des gestes où je dis avec une chaîne, il y a un antivol. Donc, il m'a dit, oui, il y a des antivols ici. Elle me dit, il m'a dit où ça devrait aller. Voilà. Donc finalement, vous êtes parvenu en toute autonomie à vous faire comprendre et à acheter votre antivol. Vous êtes sorti du magasin avec un antivol ou pas? Oui. Vous aviez votre antivol. Oui. Et votre vélo, il est en toute sécurité maintenant? Maintenant, c'est la première fois que je l'ai essayé. Vous donniez un autre exemple, c'était les centres des impôts, les assurances, les banques. Vous pouvez nous en parler de ça? Je ne serai pas aux impôts ou à la banque ou à des assurances, des trucs comme ça. C'est compliqué. Et puis ma femme est là. Et donc elle va y aller. Ou on va y aller tous les deux. Enfin, plutôt elle. Ouais. Elle me dit qu'est-ce qui s'est passé. Bonjour, je m'appelle Thierry. Depuis mon accident en 2019, où j'étais complètement autonome à tous les niveaux, en 30 secondes, j'ai perdu beaucoup de choses. C'était super dur psychologiquement de devenir indépendant. Ça a été compliqué au début pour moi. C'était important d'être complètement autonome. Je pense en effet avoir perdu toute mon autonomie. Brièvement, je vous explique. En ce qui concerne le logement et mes activités, j'ai dû tout reconstruire sur Lyon. En arrivant de Grenoble, après l'hôpital, d'où je suis revenu en catastrophe, j'ai débarqué sur Lyon. Heureusement, ma mère était là pour me recevoir. Mais maintenant, par contre, autant je la remercie
mais je suis satisfait d'habiter tout seul. Socialement, je crois que j'ai gagné en autonomie. Je suis content d'avoir été élu représentant du CVS à l'ADAPT. Je me sens autonome pour discuter sérieusement avec des gens, pour envoyer des mails. Pour moi, c'était une grande étape parce que socialement, c'était important d'être actif, pas que pour moi, mais aussi pour tous les autres. Cela m'a permis et de me sentir capable d'assumer ce rôle. Je suis devenu d'ailleurs très actif au niveau du Genova. Autre exemple, j'ai pu revalider mon permis de conduire. Même si je peux conduire la voiture, le carburant, c'est beaucoup trop cher pour moi et avec mes ressources. Je suis autonome dans mes déplacements sur Lyon, même si je n'ai pas la voiture. Et là, heureusement que ma mère me donne un coup de main pour aller chercher ma fille à côté de Grenoble et pour la garder et m'occuper d'elle certains week-ends. Cela a été un marqueur fort en termes d'autonomie de m'occuper d'elle. Je suis content aussi car dans la cuisine, je crois que je ne suis pas mauvais cuisinier. J'arrive à faire la cuisine pour ma fille et mes deux fils quand ils viennent. Je laisse pas mal ma mère gérer les démarches administratives, mais c'est pour ça que j'essaie de mettre en place un SAVS pour m'aider. Après, la grande étape, c'était tout l'aménagement qui a été fait par la DAP pour me permettre d'aller m'investir dans mon club d'escalade pour réaliser un bénévolat avec des enfants où je leur apprends à grimper en sécurité. Comme quoi, j'avais bien quelques compétences à la base. J'étais bûcheron à la guerre et j'ai passé ma vie en haut des arbres, au bout d'une corde. Je suis devenu bénévole dans un domaine que je connais bien. Ça a été compliqué car après mon coma, je me suis retrouvé dans un fauteuil roulant. Il a fallu que je me relève une fois. Après, j'ai eu une histoire au genou gauche qui fait que j'ai dû, pour une deuxième opération, me relever du fauteuil. Avec ma personnalité, je l'ai vite guéri. Et ça me fait vraiment du bien. Parce que pour moi, c'était important de pouvoir marcher. Ce qui a été aussi aidant pour moi en termes d'autonomie, c'est qu'on m'a laissé le temps de réfléchir, de faire des expériences comme j'ai voulu. Par exemple, avec mon fils de 18 ans, ça a été un peu compliqué. Quand on me presse un peu, j'ai des problèmes avec la pression. J'ai besoin de temps et qu'on respecte mon rythme d'escargot. Il a fallu que je lui explique que j'avais un rythme plus lent. Il a pris la patience de s'adapter à moi comme je me suis adapté à lui. C'était donnant-donnant. De préférence, j'essaie de cibler mon besoin pour demander uniquement la chose à la personne qui pourra me rendre ce service le mieux possible. Bref, je réfléchis beaucoup, quoi. Merci beaucoup pour ces paroles. Je peux peut-être repréciser qu'effectivement, ce qui nous a réunis, c'était la question de l'autonomie. Et on a eu quelques discussions pour savoir ce que c'était que l'autonomie. Et là, on a déjà quelques premiers éléments de réponse. Par exemple, que pour arriver à avoir cette parole autonome, il a fallu un travail. Et pour autant, cette parole, elle est précieuse et elle nous enrichit. Le témoignage qui va vous être lu maintenant... C'est OK pour vous, Vincent? Vous avez le texte ou vous souhaitez que... Non, on n'a pas le texte. On l'a mis pour le témoignage imprimé. Non, on l'a pas. Moi, je veux bien sur l'ordi. Du coup, il apparaîtra aussi. Je vous laisse vous installer. Merci beaucoup. Le témoignage qui va vous être lu
est celui d'un professionnel de l'École normale supérieure de Lyon qui, à un moment de son parcours, a travaillé avec l'ADAPT. Il a été accompagné par l'ADAPT. Ensuite, il y a eu à un moment ce qu'on appelle une mise en situation, c'est-à-dire qu'il est devenu travailleur à l'École normale supérieure de Lyon au service de la reprographie, mais il n'était pas salarié, il n'était pas embauché par l'École normale supérieure de Lyon, il travaillait toujours pour l'ADAPT et il était détaché à l'École normale supérieure de Lyon. Les choses se sont passées et puis aujourd'hui, depuis plusieurs années, il a été recruté en fait et c'est devenu un salarié de l'École normale supérieure de Lyon. Et en fait, ça s'est sans doute pas fait tout seul, parce que peut-être, encore une fois, l'autonomie, c'est pas faire tout seul, c'est peut-être pas ça. Et à un moment, je lui ai demandé s'il était d'accord pour amener une parole aujourd'hui. Et en fait, il m'a dit non. Il m'a dit non, en fait. Il m'a dit non, non, non. Et je lui ai dit, mais en fait, ce qui vous dérange, Florent, c'est de venir parler, parce que la question de la parole peut être difficile pour lui. Il me dit oui. Je lui ai dit, est-ce que vous seriez d'accord pour écrire, par contre ? Il m'a dit oui. Et puis, il a beaucoup écrit, du coup. Lui qui a des difficultés pour écrire, il a beaucoup écrit. Il fait beaucoup de choses. Et de ces choses qu'il a écrites, on en a gardé certaines. Ce que je vais expliquer, c'est que dans ce qui va vous être lu, il y a des coquilles, des fautes de syntaxe. Et en fait, le choix de Florence a été de dire, moi, je veux que ces fautes-là, entre guillemets, ces fautes, c'est-à-dire elles ne correspondent pas au français normal, on va dire, attendu, académique, elles subsistent. Donc vous allez avoir des éléments qui vont vous être lus par Vincent, que je remercie beaucoup, et qui vont vous rendre la parole de Florent. Voilà, donc c'est pour dire que pour faire exister cette parole, ça a pris du temps, mais que Florent l'a investi pleinement ce temps-là. Et s'il n'est pas ici aujourd'hui, c'est parce que je pense qu'affectivement, c'est compliqué pour lui d'être présent là, mais ça n'empêche pas qu'il a quelque chose à dire, et je vous laisse le découvrir. Merci beaucoup, Vincent. Voilà, je vais essayer de lui donner une voix. J'ai regardé vos photos que vous avez jointes dans le mail, et effectivement, aucune de ces photos ne me parle. Je m'attendais plus à trouver des images simples, comme un château, une école, des pièces d'échecs, un livre auquel, là, ça m'aurait beaucoup plus parlé. Je vais donc plutôt passer à vos questions. Qu'est-ce qui est efficace pour travailler ensemble ? Ce qui est efficace pour travailler ensemble, c'est la synchronisation, l'organisation, l'adaptation des difficultés et la vitesse que chaque personnel ont pour accomplir leur mission. Qu'est-ce que je peux faire pour bien faire comprendre ma situation et être aidé efficacement par les autres ? Leur dire la vérité des soucis de santé dont j'ai, qui, la dysphasie et dyslexie, me mettent en grande difficulté pour me faire comprendre oralement et expressivement sur les différentes tâches que je dois accomplir. Qu'est-ce que les autres peuvent faire pour être efficaces avec moi ? Aller droit dans l'essentiel sur les tâches à exercer avec des mots simples. Ne pas faire tout un roman pour faire une demande, car sinon je ne comprendrai rien du tout à ce que je dois accomplir comme travail. Et à ce moment-là, ça va m'embrouiller la tête. Ce que vous avez rencontré comme difficulté, notamment au début. La difficulté pour m'intégrer au groupe, me sentir à l'aise, répondre au téléphone, être écouté attentivement. La confiance envers le groupe et un manque de formation sur les logiciels essentiels pour mon travail, les logiciels de la publication assistés par un ordinateur. Comment vous avez trouvé des solutions ? Qu'est-ce qui fait que ça marche maintenant, ce que chacun y a trouvé ? Chaque collègue s'adapte à mes difficultés et à ma vitesse, explique et me guide sur les différentes tâches auxquelles je rencontre un problème. Je travaille efficacement une fois que la solution est trouvée pour résoudre les problèmes. Comment s'est passée votre arrivée à l'ENS de Lyon ? Difficilement, pour trouver des marques. Dans quel type de travail pratiquer plus précisément cet atelier auquel je devais changer et m'adapter ? Car le travail n'était pas forcément le même travail que dans ma toute première entreprise, ni même celle de mon ESAT. Une mauvaise entente avec un collègue, mais un très grand attachement avec Jean-Marie et un autre collègue qui est parti à la retraite. C'était Daniel Durand. Je suis donc retournée au lycée pour quelques mois avant de rentrer dans une ESAT à Vaux-en-Velin, Myriade, auquel j'ai découvert à ce moment-là que le salaire n'était pas du tout le même que celui de Papyrus. C'était beaucoup plus bas. Papyrus, un salaire de 1 200 € par mois,
et Myriad 640 € par mois. Mais pour continuer de travailler en reprographie dans cette ESAT, il n'y avait pas de PAO, ce qui me manquait énormément. J'ai travaillé pendant 1 an et demi. Après, je suis rentré dans l'ESAT d'insertion hors les murs, l'ADAPT du Rhône, d'où vous connaissez mon référent Aurélien Picard. Le personnel de cette ESAT m'ont trouvé des contrats dans de différentes entreprises de différentes écoles, avec mes désirs qui étaient de rester dans le domaine de la reprographie et de la PAO, que vous pouvez trouver dans mon CV, jusqu'à ce que je ne parvienne à découvrir l'ENS, rentrer, puis obtenir un poste à l'ENS. Au bout de quelques contrats accomplis avec les entreprises extérieures en lien avec l'ADAPT, l'ESAT a fini par accepter ma demande de faire une formation complète sur les 3 logiciels de la PAO, InDesign, Illustrator et Photoshop. Le secteur de mon métier auquel je m'éclate le plus, prendre du plaisir, c'est dans la PAO, publication assistée par ordinateur. La PAO est un travail qui se pratique uniquement sur des logiciels complexes, qui consiste à créer, retoucher et mettre en page ses œuvres. Chaque logiciel a sa propre fonctionnalité adaptée pour réaliser le travail graphique. Illustrator pour la création vectorielle, logo, Photoshop pour la variation des couleurs et la qualité de l'image, et InDesign pour la mise en page adaptée à l'impression. Pour faire ce métier, il faut être créatif, apprécier la complexité, les défis, avoir la patience et aimer le contact avec la clientèle exigeante. Ce dont j'aime beaucoup du côté de la reprographie, c'est de pouvoir imprimer, manœuvrer de différentes machines, diversifier les impressions et avoir des liens avec la clientèle. Manœuvrer de différentes machines dont on se sert pour faire du façonnage, la reliure, le collage, le rainage, l'assemblage, le découpage, la reproduction des impressions du logo de l'école sur les enveloppes. Et diversifier les impressions sur de différents formats, du standard au personnalisé avec de différents grammages, du plus fin au plus épais avec plusieurs matières, du plus lisse au plus dur, sur du papier autocollant, en couleur et en noir et blanc. Ce qui fait que j'ai choisi de vouloir rester dans cette école, l'ENS, c'est aussi le fait qu'il y ait une petite équipe avec un esprit familial. Les problèmes liés que je vais retrouver dans ma dyslexie sont dus à la lecture et à la compréhension. Je vais pouvoir vous lire un livre entièrement, mais je ne serai pas capable de vous faire un résumé du livre, car je n'aurai rien compris de tout ce dont j'aurai lu. La dyslexie fait que quand on doit lire un chapitre ou une page entière et qu'il n'y a pas d'image, il y aura tellement d'informations différentes à retenir dans l'histoire que du coup ça va nous embrouiller la tête et on ne comprendra même pas le sens de l'histoire. D'où l'une des difficultés que je rencontre le plus souvent quand les gens font une commande d'impression par mail. Les gens qui font des commandes d'impression par mail avec une 15aine de lignes en faisant tout un poème, pour nous, les personnes dyslexiques, on ne comprendra pas du tout la demande. On ira envers d'autres personnes qui peuvent comprendre le mail et leur demander de nous expliquer ce que veulent plus exactement les demandeurs, ou soit, pour les plus courageux, on va réenvoyer un mail à la personne en leur demandant d'aller au plus simple possible, d'aller droit dans l'essentiel, de façon à ce que ça fasse 2 grandes lignes maximum. Pour qu'une personne dyslexique puisse comprendre le sens de la lecture d'un livre qu'on leur donne à lire, il faut qu'il y ait indispensablement des images et que ce soit des paragraphes avec des étapes et bien espacés. La dyslexie joue également sur la compréhension des mots. Quand on ne connaît pas un certain mot, il est primordial de trouver un synonyme. Exemple, coordonnées égale contact, liquide égale eau, coulée. Les problèmes liés que je vais retrouver dans ma dysphasie sont dus à la concentration, l'exécution et d'exprimer oralement. Je vais pouvoir accomplir les tâches qui sont à faire, mais il va me falloir un petit moment pour que mon cerveau capte les informations dont je dois faire et comment les faire, et encore plus surtout, ce sont des nouveautés. Surtout quand ce sont des nouveautés. La dysphasie pose majoritairement comme problème un temps réflexion, concentration, d'exécution et d'exprimer oralement. La dysphasie me pose beaucoup de problèmes avec les étapes auxquelles je dois savoir dans quel logiciel il faut que je travaille. Surtout pour ce qui est de la PAO ou de quel paramétrage d'une imprimante je dois choisir pour réaliser le travail de A à Z. Ça me demande beaucoup de concentration. La dysphasie est également un vrai problème pour pouvoir dialoguer oralement, faire comprendre aux gens ce dont on a envie de leur dire, pour trouver les bonnes formules compréhensibles
et également pour nous défendre dans des situations auxquelles il est difficile à contrôler physiquement et émotionnellement. Moqueries sur le handicap, insultes, menaces. Sur le parcours scolaire, une personne dysphasique ne peut pas écouter, se concentrer et écrire en même temps ses cours, c'est une mission impossible. Au lycée, quand j'étais dans la classe d'histoire et de sciences, le professeur écrivait sur un tableau et nous expliquait en même temps ses cours et nous demandait d'y prendre note sur une feuille. Je me concentrais plus sur l'écrit que sur l'écoute. Du coup, il écrivait 5 lignes et suite à mes problèmes de lenteur pour écrire quand j'étais à la moitié de la deuxième phrase, il effaçait toutes les 5 lignes. Forcément, je me retrouvais avec un manque plus de la moitié de mes cours et quand j'avais un contrôle, j'avais une très mauvaise note dans cette matière. La dysorthographie est un handicap qui s'associe très bien avec la dyslexie. Une personne dysorthographique est une personne qui a de très grandes difficultés en écriture suite à l'orthographe. Une personne dysorthographique, quand elle veut écrire un mot ou une phrase et qu'elle ne sait pas comment écrire ce mot ou cette phrase, elle va l'écrire phonétiquement, comme lui semblerait bon d'écrire suite à l'entente et à la prononciation du mot. Exemple classique, photo, PH, ça devient photo avec un F. Et il m'arrive de rencontrer cette difficulté pour écrire un mail ou un courrier, et le mot auquel je rencontre une très grande difficulté, c'est le mot « accepter ». Sur l'ordinateur, c'est plus simple, car il y a le correcteur des fautes d'orthographe, mais sur un papier, je vais vous l'écrire « accepter » avec un X. Dans mon parcours scolaire, les cours sur les conjugaisons étaient une vraie galère pour moi, c'était mon cauchemar. La mémorisation chez les personnes 10 sont toutes différentes, mais 3 en reviennent particulièrement en commun, l'une en sonorisation et l'autre en mémoire virtuelle, image. Ma mémorisation est plus virtuelle. Pour mémoriser mon numéro de portable, je fais référence aux années de naissance, aux âges, aux numéros dans les plaques d'immatriculation, département ou région. Pour d'autres personnes, les repères sonores sont un lien de résonance. Exemple, pour un numéro de téléphone 06 66 70 90 46, quand on lit ces chiffres en y prononçant correctement phonétiquement, ça finit tous par is. Et la troisième façon qui peut permettre de nous aider à mémoriser les paroles ou textes des cours, c'est tout simplement avec la musique et son rythme, ce qui est une source d'inspiration quand on doit apprendre une poésie. Certaines émissions m'ont aussi beaucoup appris. J'ai appris les chiffres avec le tirage du loto. La science, c'est avec l'émission C'est pas sorcier de Jamie Gourmaud. Le français, en termes de mots, avec le jeu Motus de Thierry Beccaro. Les maths, avec le jeu des chiffres et des lettres de Laurent Romeshko. La géographie, avec l'émission La carte au trésor de Sylvain Augier. L'handicap des 10 n'est pas visible à l'œil nu, mais bien présent dans la mentalité. Moralement, être dyslexique, dysphasique, dysorthographique, dyspraxique, dyscalculique pose beaucoup plus de problèmes sur notre bien-être, notre avenir, notre indépendance, notre façon d'être vu, jugé. On a une très grande difficulté dans l'indépendance pour pouvoir comprendre tout ce qui concerne l'administration, pour remplir un dossier de renouvellement de reconnaissance de travailleurs handicapés, pour comprendre le compte-rendu d'un spécialiste, neurologue, cardiologue, médecin généraliste, mais également pour prendre des rendez-vous, que ce soit pour aller chez le coiffeur, la CAF, la banque. Pour la banque, j'y suis toujours allée accompagnée avec ma mère. Nous sommes tous différents des personnes normales, entre guillemets, car on a un handicap qui nous donne du retard sur le développement du cerveau, mais on se soutient en groupe pour réussir notre chemin. Le parcours scolaire est une très grande difficulté à surmonter, car nous sommes très critiqués, puis mis de côté, alors que l'on a tous les mêmes envies d'être considérés comme des personnes normales. Le rêve que j'ai toujours eu durant mes études, mais qui ne s'est jamais fait, c'était de pouvoir attirer l'attention des enseignants pour imposer aux étudiants normaux de se mélanger avec les étudiants handicapés dans la même classe par groupe de 2. L'exemple d'un groupe de 10 étudiants, 5 étudiants normaux et 5 étudiants handicapés. Dans chaque bureau sont répartis une fille qui a un handicap avec un garçon qui n'a pas de handicap, et dans l'autre, un garçon qui a un handicap, soit à côté d'une fille qui n'a pas de handicap. En plus de ma dysphasie et dyslexie, j'ai une épilepsie à supporter. Je suis épileptique depuis l'âge de mes 9 ans. Cette épilepsie me cause beaucoup de problèmes dans ma vie quotidienne, autant que dans mon travail. La fatigue, la pression, la responsabilité de gérer une équipe, le manque d'espace, les néons, lumière forte, le bruit de la foule, le renfermement, le choc thermique, passer de 38 degrés à 25 degrés d'un coup, les intempéries, fraîcheur et la pluie orageuse, les flashs, tout ça,
sont des facteurs qui peuvent déclencher une absence. Il y a le goût de certains aliments comme le beurre qui peut également me déclencher une absence, mais mon épilepsie est stable. Dans le monde du travail, l'épilepsie cause également un problème majeur sur la sécurité. Nous ne pouvons pas manipuler une machine électronique auquel il y a un risque d'avoir un accident de travail. Tout ce qui peut être tranchant, comme le massicot, pour le secteur de la reprographie, sans la présence d'un collègue ou d'un chef de service. Ce sont des machines que je ne touche pas également après avoir fait une absence durant ma journée, car les crises d'épilepsie et les absences usent énormément d'énergie dans notre corps. On est totalement épuisé après avoir fait une absence ou une crise. Pour travailler dans de bonnes conditions avec une épilepsie, il faut un aménagement avec un emploi du temps stable et carré. À chaque travail et chaque métier, c'est primordial. Suite du témoignage de Florent sur demande avec son accord. Donc je suppose qu'il y a une suite qu'on peut... Merci beaucoup. Moi, je vais vous demander de l'applaudir. Alors, ça fait un petit peu, je vais vous demander de l'applaudir, on se croirait dans une émission de télévision ou quoi. Mais en fait, c'est vraiment quelque chose que Florent a investi beaucoup, mais qu'il a écrit vraiment beaucoup plus et qui est très riche. En fait, si on commence à saisir tout ce qu'il évoque, c'est extrêmement complet. Ce qu'on peut en retenir, c'est la dimension que dans son parcours, il y a des choses, oui, qui ont été compliquées, mais qu'il a pu cheminer et pas forcément tout seul à chaque fois. Normalement, il devait y avoir ces 2 encadrants qui devaient venir parler, et en fait, ils sont en urgence professionnelle. Ça veut dire qu'ils ont des choses à faire, et en fait, ils ne viendront pas. C'est pour dire que Florent, aujourd'hui, il est dans une équipe au service de la reprographie, c'est une équipe où il y a du travail. Et des fois, ça ne marche pas, parce que là, il y a un problème de machine. Et en même temps, il faut résoudre le problème. Et ceci pour dire que l'équipe dans laquelle il travaille aujourd'hui, elle compte sur lui et elle a une activité effective. Voilà. Donc, ce qu'aurait dit, en fait, Jean-Marie Barsalou, son responsable, et ça aurait été chouette qu'il l'exprime directement, mais c'est que pour lui, c'était assez évident de prendre les choses comme elles venaient. Et qu'au départ, il s'est senti un peu démuni parce qu'en fait, il ne comprenait pas tellement comment ça marchait pour Florent. Et malgré le travail d'accompagnement qui avait été fait avec l'ADAPT, il y a des choses qui n'étaient pas si évidentes. La seule chose qui était évidente pour Jean-Marie Barsalou, c'est le fait que ça allait marcher et qu'il fallait faire les choses. Et petit à petit, les choses se sont faites. Et aujourd'hui, Florent, il est au service de la reprographie, il est autonome au sens d'indépendant sur un certain nombre de missions. Et surtout, il est autonome au sens où il sait ce qu'il peut faire, il sait comment il peut le faire, et il le dit à des moments, il sait comment faire quand il ne sait pas faire quelque chose ou quand ça va être trop compliqué, par exemple, pour rentrer en lien avec un échange oral. Et là, il va savoir passer la main quand il faut. Donc peut-être c'est ça aussi l'autonomie, c'est ce qui fait écho au témoignage avant, c'est de savoir si je sais faire, si je vais avoir besoin d'aide et savoir solliciter la bonne aide. Je ne sais plus le prénom de votre prénom, mais vous disiez je sais demander à qui quand j'ai besoin d'aide et je sais identifier la bonne personne. Oui, c'est à vous. Thierry. Et quand vous disiez ça, Thierry, ça m'a évoqué ce qu'évoquait aussi Jean-Marie, qui est le responsable de Florent, qui disait Florent, il sait nous dire à quel moment il a besoin d'aide ou pas, et du coup, ça marche. Voilà ce que je voulais apporter et redire toute l'implication de Florent que j'ai vue. Il a 100 mètres, Florent. Et il était, je pense, le cœur battant. Je lui ai dit, c'est en train d'être lu. Voilà. Et je voulais saluer aussi un autre encadrant de l'ENS de Lyon qui est là, Mehdi Terry, qui accueille aussi un professionnel qui lui aussi est passé par l'ADAPT, et peut-être te donner la parole, même si tu n'as pas été encadrant de Florent, mais peut-être que pour toi tu puisses dire, si tu es d'accord, ce qui peut faire sens pour toi sur cette question d'autonomie, et si tu es d'accord. C'est une bonne surprise. Bonjour. Voilà, je pensais pas intervenir brièvement aujourd'hui, mais merci Thibaut. Il se trouve que je connais bien Florent parce que je passe souvent par la reprographie et c'est quelqu'un avec qui je discute bien. Moi, je suis très touché en fait par ce qu'il a écrit. Je trouve qu'il y a
y a quelque chose qui m'étonne pas de lui, c'est que c'est quelqu'un qui cerne très très bien où est-ce qu'il est, comment il évolue dans son milieu et quelles limites il va y avoir, quelle entrave il va y avoir sur le chemin et comment est-ce qu'il va pouvoir jouer avec, contourner. Voilà, donc je trouve que on le sent bien dans son témoignage et je trouve que c'est très, très beau, très beau à voir. Pour le coup, c'est vrai qu'on accueille aussi, donc moi je fais partie du service jardin et espace vert donc de l'ENS de Lyon. On accueille aussi Michael qui, comme Florent, est arrivé à l'ENS par un contrat de mise à dispo par l'ADAPT, à peu près les mêmes années, je crois. Il y a, je sais plus, 8-9 ans maintenant. Voilà, donc il est maintenant fonctionnaire et titulaire au service jardin et espace vert. Pour le coup, il y a quelques différences. Alors, on n'a pas son témoignage, puis il n'est pas là pour vous en parler, mais il y a quelques différences. Mais je crois qu'il y a quelque chose qu'on retrouve bien, c'est la capacité qu'on va avoir tous à s'adapter, en fait, dans une équipe, dans un service, aussi bien pour Michael, parce que il est bien obligé de composer avec nous, avec notre rythme, avec le métier, avec beaucoup de choses qui sont pour lui assez contraignantes en réalité. Et c'est également valable pour nous, toutes les personnes de l'équipe qui entourons Michael, parfois qui allons lui filer un coup de main. On est aussi dans une adaptation permanente. Alors des fois on fait mal, j'espère que des fois on fait bien. On ne sait pas toujours comment jauger, mais il y a vraiment un dialogue comme ça qui n'est pas toujours... c'est pas avec des mots, c'est rarement avec des mots. C'est quelque chose qui est plutôt de l'ordre du sensoriel, enfin voilà, et on essaye de jauger, de s'adapter, de savoir si on fait bien, si vraiment on aide, si plutôt on fait l'inverse. Et ça, c'est quelque chose qui, en termes professionnels, est très très enrichissant, parfois assez épuisant, mais très très enrichissant. Je crois que ça donne du sens aussi à un moment dans notre métier. De se dire que en fait on est aussi, on n'a pas du tout été formé pour ça, on fait pas ce métier pour ça, c'est un milieu qu'on connaît pas du tout, c'est des personnes qu'on croise comme ça à un moment et en fait c'est aussi une fierté de se dire finalement on arrive à cohabiter comme ça tous ensemble et faire équipe et rendre une mission de service public. Pour le coup, nous, j'espère qu'on la fait pas trop mal. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez enrichissant et qui se travaille, et qui se développe tous les jours. Merci. Alors, là, on est rentré par le prisme de paroles personnelles, individuelles. Et puis, on va solliciter Anne-Lise pour des éclairages qui vont prendre un petit peu de hauteur et qui vont pouvoir élargir la question. Si c'est bien dit comme ça. Je ne sais pas, Anne-Lise, si je le dis bien. Vous m'entendez ? Vincent est là pour répéter, c'est bon. Oui, on travaille ensemble, donc il me comprend. N'hésitez pas à poser des questions, surtout c'est pas une intervention très longue. Maintenant, on est 10 minutes, donc je vais essayer de faire court. N'hésitez pas à poser des questions, mais ce ne sera pas une intervention très longue. On m'a demandé 10 minutes, donc je vais essayer de faire court. Alors, en fait, je voulais mettre en avant les liens entre
comment ça se passe avec son environnement, comment l'environnement a la capacité d'en prendre soin, de l'accompagner. Donc, je voulais mettre en avant les liens entre l'autonomie de l'individu et comment l'environnement a la capacité de le prendre en soin et de l'accompagner. Alors, je partais d'une définition d'une idée très simple, très basique finalement. Qu'est-ce que l'autonomie? Sinon, la capacité à faire ses choix et à pouvoir les appliquer, ce qui n'est pas une liaison évidente. Je pars d'une idée très simple, qui est une définition de l'autonomie. Comment l'autonomie, c'est la capacité à faire ses choix et à les appliquer, ce qui n'est pas une liaison si évidente. Voilà. Alors en fait, mon idée, que je travaille depuis plusieurs années dans mes recherches, c'est toujours celle de mettre en avant la capacité de l'environnement à donner les moyens, les ressources à l'individu, justement d'être autonome. Donc, mon idée, que je travaille depuis longtemps dans mes recherches, justement mettre en avant cette capacité de l'environnement à rendre l'individu capable d'être autonome. Et en fait, ce qui m'intéresse en particulier, c'est de montrer que c'est super important les capacités que va développer l'individu, mais s'il n'a pas les moyens de le faire, que son environnement ne lui propose pas ces ressources, il ne pourra jamais rien exprimer. Donc c'est très important de parler des capacités de l'individu, mais si son environnement ne lui offre pas les ressources, les opportunités, il ne pourra jamais rien en faire. En fait, l'idée, le mal, c'est que effectivement, on a un travail conjoint de l'environnement et de l'individu qui font chacun des efforts pour arriver à un résultat. Donc il y a vraiment un travail conjoint de l'environnement et de l'individu qui font chacun des efforts pour arriver à un résultat. Mais surtout, ma petite pierre de tout, c'est de montrer que l'environnement, il est premier par rapport aux possibilités que va avoir ou non l'individu. Et surtout, ma petite pierre de touche, c'est de montrer que l'environnement est premier par rapport aux possibilités que va y voir ou non l'individu. Donc finalement, l'autonomie, c'est une question qui concerne aussi encore plus l'environnement, quand on parle d'environnement professionnel, l'environnement professionnel. Donc l'autonomie, finalement, c'est une question qui touche peut-être encore plus l'environnement, par exemple l'environnement professionnel, que l'individu. Pas que l'individu, mais au moins autant. En tout cas, ça concerne au moins autant l'environnement que l'individu. Voilà. Alors, en fait, je pense que dans l'effort qu'on a bien vu ici, on a à la fois Florent qui essaye de s'adapter, tout son milieu pro qui m'a préparé
en écoutant bien les besoins dont il est porteur, en fait. Donc, dans les exemples qu'on a vus ici, il y a Florent qui fait tout pour s'adapter à son environnement. Et son environnement qui fait tout pour s'adapter à lui et écouter les besoins dont il est porteur. Et je pense que dans ce double cheminement, il faut une très bonne coordination entre les deux acteurs. Et dans ce double cheminement, il faut une très bonne coordination entre les deux acteurs. C'est-à-dire que Florent doit exprimer ce dont il a besoin et son environnement faire en sorte d'y répondre du mieux possible. Donc Florent doit tout d'abord exprimer ce dont il a besoin et son environnement doit faire en sorte d'y répondre le mieux possible. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Voilà. Alors pour parler de ma propre expérience, en fait moi je suis chercheuse au CNRS depuis maintenant 5 ans. Alors pour parler de ma propre expérience, moi je suis chercheuse au CNRS depuis maintenant 5 ans. J'ai déjà fait l'épreuve d'une mutation et au bout de 3 ans. J'ai déjà fait l'épreuve d'une mutation au bout de 3 ans. Et moi je suis passée dans un laboratoire de recherche à Paris, au laboratoire l'IRIM à Lyon. Donc je suis passée d'un laboratoire de recherche à Paris au laboratoire de l'IRIM à Lyon. Et j'ai encore senti cette différence environnementale au niveau professionnel, pas seulement mais au niveau professionnel. Parce que ça pouvait être de passer à un environnement où à Paris, je me sentais très bien avec mes collègues chercheurs, mais beaucoup moins bien avec l'équipe administrative qui m'accompagnait. Donc j'ai vraiment ressenti ce que ça faisait, cette différence de milieu professionnel, d'environnement professionnel. Parce qu'à Paris, je me sentais très bien avec mes collègues chercheurs, mais beaucoup moins bien avec l'équipe administrative qui m'accompagnait. Et ici, je reste très bien avec les autres chercheurs. Mais je suis triste qu'il n'y ait pas l'équipe administrative qui me suit pour témoigner. Parce que je trouve qu'ils font un travail remarquable. Donc ici, je me sens déjà bien avec les autres chercheurs, mais je suis triste qu'il n'y ait pas l'équipe administrative pour témoigner aujourd'hui parce qu'ils font vraiment un travail remarquable. Remarquable avec moi. Avec moi. Voilà. J'ai oublié de me raccrocher Au quoi? Je me suis pas accrochée aux photos on m'avait demandé. Ah, on l'a vu. De choisir un objet, quelque chose. Et en fait, en regardant les photos, la chose qui me vient en premier, c'est de souligner tous ces sourires qu'on voit dans les photographies. Oui, on m'avait demandé de me raccrocher aux photos pour mon intervention, mais un des traits les plus saillants que j'ai vus dans les photos, c'est ces sourires qu'on voit sur beaucoup des photographies. Ils sont en fait devenus une marque de victoire, un peu comme des fiertés, mais je pense que c'est des fiertés
ne se vivent pas de manière personnelle. C'est un peu des petites marques de victoire, c'est des fiertés, mais des fiertés qui ne se vivent pas de manière personnelle. Je me souviens d'un collègue qui avait parlé un jour des grands sportifs handisport. Je me souviens d'un collègue qui avait parlé un jour des grands sportifs handisport. Et il avait dit que quand il y en avait un qui montait sur le podium, il y avait toute son équipe qui montait aussi, en quelque sorte. Quand il y en avait un qui montait sur le podium, il y avait toute son équipe qui montait aussi, en quelque sorte. Ouais. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Est-ce que tu as amené des livres dont il avait été question pour les proposer à la vente ou pas? Oui, on les a. Alors, je vais simplement annoncer que Anne-Lise, écrivaine, a reçu le prix du groupe des écrivains médecins. C'est ça, du groupe des écrivains médecins pour son dernier ouvrage et qui sera disponible à la vente si vous souhaitez. Je voudrais aussi faire le lien avec ce matin. Ce matin, finalement, il y avait des étudiants qui étaient ici, qui ont pu parler à la suite d'une anthropologue de finalement qu'est-ce qui faisait que pour eux l'université pouvait être inclusive et pouvait aussi être difficilement inclusive. Qu'est-ce qui manquait, etc. Et finalement, la phrase que tu as dite, c'est dans cette part de cheminement de l'environnement d'abord. Parce que si l'environnement ne sait pas se rendre accessible, la personne, quels que soient ses efforts, elle restera à la porte quelque part. Hein. Donc je trouve qu'on était sur quelque chose qui est très, très proche. Et puis ce que je retiens aussi de ton intervention, qui filtrait dans les témoignages, c'est cette idée que l'autonomie, elle se construit dans le lien, dans l'échange. Et... En fait, c'est toute la différence avec la notion de dépendance et événement, il n'y a jamais un seul acteur, même s'il y a une personne qui peut devenir autonome. Ce qui est important, c'est le processus en fait, qui est en amont. Oui, c'est là qu'il y a une nuance avec la notion de dépendance. L'autonomisation, c'est un processus dont ça ne se fait jamais seul. Je crois que je l'ai un peu trahi, donc je laisse Alice me corriger. Bon, ça va, c'était... Ok. C'est un processus qui est la même. On est toujours en chemin vers l'autonomie et événement. On va la construire à plusieurs, même si au final il y a un seul individu qui est la médaille ou qui peut être pris en mono. L'autonomie, elle est construite dans le temps et à plusieurs. Donc oui, l'autonomie, effectivement, c'est un cheminement, un processus qui se construit à plusieurs, même si à la fin, c'est un individu qui est autonome et qui sourit en photo. Ma conclusion, merci. L'idée de ce moment, c'était d'éclairer cette dimension de l'autonomie avec plein de lumières différentes. Et puis aussi de quand même vous proposer un petit temps qui ne sera pas long, mais si vous avez envie d'apporter quelque chose maintenant, à la suite de ce moment,
Le micro est pour vous si vous souhaitez dire quelque chose. Commenter, poser une question. On a 5 minutes pour le faire. Bonjour, je vais me présenter. Je m'appelle Badr. Je suis un ancien motard de la police et j'ai eu un grave accident dans les escaliers. Je me suis bien cassé la gueule. Mais voilà ce qui m'est arrivé. Un monsieur qui est dans la police et qui a eu un accident dans les escaliers. Merci. Autre partage d'expérience ou de commentaires ou de... Oui ? Bonjour, moi c'est Iman, je suis adhérente à l'ADAPT. J'ai eu une tumeur à la tête je fais de la réadaptation. J'apprends à vivre avec mes séquelles en ce moment. À travers cette exposition et ces images et ces différentes histoires de personnes qui ont vécu à peu près... je ne suis pas habituée à parler au micro. Le même vécu que le mien ou pas forcément. On retrouve un point en commun. C'est que quand on voit ces images on se retrouve tous un peu dans la même histoire, dans l'histoire des autres. Parce que finalement, le pouvoir d'habiter sa vie, c'est fort, c'est en chacun d'entre nous, en tant qu'individu et être humain. Donc, finalement, c'est humain de savoir être autonome à travers l'aide des autres, qu'on soit handicapé ou pas. C'est la vie de chacun d'entre nous ici. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si j'ai été claire, mais je pense que moi, en tout cas, ça m'a touchée. Ça m'a beaucoup touchée. J'étais pas là pendant l'exposition, mais ce que je peux dire, c'est que, rien que, je l'ai découvert, comme spectatrice finalement, et j'étais très émue sur le coup parce que tout ce qui était écrit en dessous, je pensais être la seule à vivre ça et finalement non. Donc voilà, je souhaite d'être fort et de comprendre que on est les seuls acteurs de nos vies et qu'il faut que l'autonomie finalement c'est pas que faire tout seul et se débrouiller, mais aussi de faire avec les autres et les gens qui vous entourent. Voilà. C'était tout pour moi. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Pour ce qui est du pouvoir d'habiter sa vie, personnellement, aujourd'hui, je me suis redécouvert dans le sport et parce que je pense que notre corps, c'est le seul endroit où on habitera toute sa vie et il faut en prendre extrêmement soin, l'entretenir le mieux possible. Et c'est pour ça que j'encourage n'importe qui à pratiquer du sport, du moins dans le cadre de ses possibilités.
Bonjour. Je me présente Bouchra. Là. Je me présente Bouchra. Comme je suis suite à un AVC, c'est compliqué le langage, voilà. Et merci parce que une lueur d'espoir, parce que c'est vrai que c'est pas perdu en fait. Enfin, la conclusion c'est que c'est pas perdu. Voilà. Un petit message, enfin, j'avais oublié de dire quelque chose, si ça ne vous dérange pas. Je parle en tant qu'ex ou futur étudiant. On est tous étudiants finalement, parce qu'on est dans une école, non, il me semble. Donc c'était juste pour dire que finalement, en tant que personne handicapée ou pas, en tant qu'être humain en soi, étudier c'est et faire des formations et d'autres d'autres métiers, c'est possible malgré les difficultés qu'on a tous. Donc on peut s'accrocher à nos rêves finalement et faire avec et s'adapter comme on apprend bien à l'adapt. Je regarde Chantal parce que voilà. C'est souvent sa mot, s'adapter, sa phrase. Et donc, voilà. Enfin, moi, personnellement, j'étais étudiante. J'étais en BTS, commerce international. Donc, comme certains étudiants qui étudient après le bac. Mais j'ai interrompu mes études pour vraiment encore étudier. Je vois la vie comme une école en soi. L'école de la vie, tout simplement. Et je reste, je m'accrocherai à mes rêves et pourquoi pas un jour peut-être devenir enseignant ou médecin ou qui sait, tout en faisant avec nos difficultés, enfin mes difficultés. Je m'exprime pas forcément, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En tout cas, merci beaucoup à tous et je repasse le micro avec vous. Merci. Annelise, vous êtes d'accord pour un mot de conclusion? Oui. C'est ce qu'on a. Ok. Oui, alors un petit mot de conclusion. Bon, c'est le petit mot de conclusion. Pas très long, qui va dans le prolongement de ce que j'ai essayé de vous dire tout à l'heure. Donc ça va dans le prolongement de ce que j'ai essayé de vous dire tout à l'heure. À savoir qu'on donne, que je parlais des sourires qui sont comme des bonnes victoires, des petites fiertés de l'individu, parce qu'en cela, on montre qu'il a appris à être libre en fait, au moins dans le domaine où il est autonome. Donc les sourires, ce sont bien des petites victoires, des petites fiertés de l'individu parce qu'ils montrent que l'individu a appris à être libre, au moins dans le domaine où il est autonome. Et en fait, ça m'a fait penser à ce tour de manivelle un petit peu que j'ai trouvé dans les écrits de Paul Ricoeur, qui dit que quand on accorde la liberté à l'autre, finalement, on se l'accorde à soi-même sans le vouloir en même temps. Et je pense que dans cette dynamique d'adaptation, ça va être du gagnant-gagnant. Si
être grandi, il va se sentir plus libre. Donc ça me fait penser à ce petit retour de manivelle que j'ai trouvé chez Paul Ricoeur, qui dit qu'en accordant la liberté à un individu, en fait, on se l'accorde à soi-même. Et donc, dans le cadre de l'individu, dans un environnement, c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que l'environnement qui fait gagner de l'autonomie à l'individu se trouve lui-même grandi. Et donc, je vais vous lire la petite conclusion, qui est un extrait d'un texte de Paul Ricoeur. Ah oui, c'est tout à fait ça. Donc, c'est un extrait de la conférence, si je ne me trompe pas. Les fondements de l'éthique. C'était une conférence allemande et retranscrite. C'est une conférence retranscrite. On entre véritablement en éthique quand, à l'affirmation par soi de la liberté, s'ajoute la volonté que la liberté de l'autre soit. Je veux que ta liberté soit. Si le premier acte était un acte d'arrachement, le second est un acte de déliement. Il veut rompre les liens qui enserrent l'autre. Entre ces deux actes, il n'y a aucune préséance, mais une absolue réciprocité. Voilà. Exactement comme vous disiez tout à l'heure, quand ils sont montés sur le podium, je suis monté avec eux. Il disait juste, j'étais très d'accord avec ce qu'il disait, il était de libérer l'autre et ça libère. Parce que quand il a vu ses enfants faire des compétitions sportives et gagner, c'est exactement ce que vous avez dit, c'est qu'il était avec eux sur le podium. Merci. Merci beaucoup. Sachez que Thierry est disponible parce qu'il me l'a dit quand je suis passé, si vous voulez échanger. Que ceux qui ont un moment, on peut continuer à échanger de manière informelle, que l'exposition va faire sa vie ailleurs, c'est-à-dire qu'elle va être décrochée, mais elle va être décrochée pour voyager et être installée ailleurs. Et puis voilà, vous remercier encore d'avoir pris le temps d'être venu et se dire aussi qu'ici on est dans un lieu qui porte une idée d'excellence, et l'excellence, elle peut être aussi, je pense, dans ce type d'articulation entre des paroles qu'on arrive à recueillir et des éclairages plus larges, et faire vivre ces moments-là, je trouve que c'est très précieux. Et je suis heureux qu'on ait pu partager ce moment ensemble. Est-ce que, Chantal, vous voulez terminer ? C'est bon ? Allez, à bientôt.